Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Le très sérieux collège de patapsychologie. C'est quoi ça? Voilà la grosse question. Un des principes fondamentaux est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous, c'est exactement la même chose. Mais voyez quelle extravagance! De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles. Pourriez-vous éclairer nos auditeurs avides de lumière? Nous vous écoutons dans le plus grand recueillement. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le très sérieux collège de patapsychologie. Je suis Nathan Henry et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le très sérieux collège de patapsychologie, eh bien, c'est votre podcast du monde de l'étrange, du paranormal, mais qui va quand même pas trop se prendre au sérieux. C'est un podcast produit par l'association Anomalie, dont on reparlera juste après. Et l'idée, c'est qu'on se donne des petites infos, des petites news sur le monde du paranormal, le monde de l'étrange, la recherche autour de ces sujets, et qu'à chaque émission, on prenne le temps d'inviter une personne qui travaille sur ces thématiques pour qu'elle nous parle un petit peu de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Braun, jeune docteur en psychologie. Comment vas-tu, Arthur ? Bonjour, bah écoute, ça va, content d'être ici. Ouais, c'est la première fois que tu fais une émission de radio, c'est ce que tu me disais ? Ouais, c'est ça, okay. C'est ça, c'est nouveau. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Arthur, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Bien sûr, alors du coup, je suis psychologue clinicien avant d'être docteur, et dernièrement, en avril 2025, j'ai soutenu ma thèse à l'Université de Lorraine, thèse qui s'intitulait du coup « L'ailleurs interne ». Anthropologie clinique des expériences exceptionnelles et de l'entente de voix. Ça fait 6 mois, ça se sent. Oui, ça y est, c'est déjà derrière toi en fait. J'ai oublié, je sais pas pourquoi je suis là. On va te le rappeler, t'en fais pas. D'accord. Et justement, pour m'accompagner dans la discussion et pour te triturer pendant 1 heure avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Renaud Évrard. Bonjour Renaud. Oui, bonjour. Alors moi je suis psychologue, je suis maître de conférence en psychologie et je dirige des thèses, n'est-ce pas Arthur? N'est-ce pas Nathan? Il me suit jusqu'au bout. Voilà, c'est le service après-vente. Aidez-moi. Comment ça va Renaud d'attaque? Ouais, carrément, ouais. Ok, et ben super. Alors avant de creuser cet ailleurs interne et cette histoire de l'entente de voix, je vous propose qu'on passe un petit peu à la partie Breaking News et à notre séquence Anomaly Report que va nous présenter Renaud juste tout de suite. Anomaly Report. Oui, alors je vais présenter d'abord l'association Anomaly, qui est une association que je préside actuellement, qui réunit des gens de la société civile et également de l'université de Lorraine, plutôt des psychologues, et nous travaillons à justement faire connaître un peu ces sujets qui sont souvent assez tabous et qui sont souvent un peu usurpés par des pseudo-spécialistes, qui est la recherche sur le paranormal et les gens qui vivent des expériences réputées paranormales. Alors récemment, l'association a collaboré sur un projet qui s'appelle Nancy Hypnose, autour de la ville de Nancy et de son patrimoine culturel d'hypnose au tournant du XXe siècle qui était très très important. Et pour le coup, on a créé un parcours dans la ville ludique gratuit que tout le monde peut venir essayer, qui a démarré mercredi dernier. Et donc vous pouvez rencontrer des personnages historiques qui ont marqué cette histoire de l'hypnose tout en résolvant une enquête criminelle dans toute la ville. C'est un parcours sur 6 km, ça prend de 1h30 pour la version découverte à 2h, 2h30 pour la version passion, où il y a également des jeunes acteurs amateurs qui ont prêté leur voix pour incarner tous les personnages. Et voilà, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Ça démarre à la place Stanislas et c'est avec l'application Baludique que vous pouvez télécharger gratuitement. Autre activité, nous avons un congrès qui se profile en début décembre, le 4 et le 5 décembre à Nancy. Ce sera le premier congrès international des expériences exceptionnelles de fin de vie. Ça s'intitule « La mort et ses exceptions ».
Et il y a déjà tout le programme qui est clos. Nous avons Christophe Fauré, Evelyne Alsacer, Marine Mutis, Romain Jallet, Magali Molinier, Jacques Cherblanc, Michel Nam, Chris Rowe, Christine Favre-Capito. En fait, des gens qui viennent de Suisse, d'Angleterre, partout. En fait. Du beau monde. Du beau monde. Wow. Du beau monde, ouais. Des jeunes chercheurs. Et c'est vraiment pour découvrir toutes ces recherches, mais aussi les aspects pratiques, comment on peut accompagner des personnes qui vont vivre des choses assez étranges au moment de mourir, sur la fin de vie, mais aussi du coup les proches qui sont marqués par ces expériences. Les inscriptions se feront en ligne gratuitement, encore une fois, hein. C'est recommandé de s'inscrire parce que les amphis ont des places limitées. Et on a aussi un financement participatif si vous voulez nous aider, notamment ça nous permettra de dédommager les déplacements des jeunes chercheurs qui viennent d'un peu partout, et vous pouvez avoir des contreparties avec notamment des magnettes à l'effigie de ces jeunes chercheurs. Comment est-ce qu'on retrouve ce financement participatif ? Eh bien, il va falloir taper la mort et ses exceptions. Il y a un site qui s'appelle ScienceConf EEFV, mais bon, je pense qu'avec un moteur de recherche, on devrait trouver tout ça. Sinon, en fait, c'est le laboratoire Interpsy de l'Université de Lorraine qui recense un peu les infos de toutes nos activités mêlées à l'université. Ok. Et puis, j'en avais déjà parlé, la dernière émission était sur le grand manuel de parapsychologie scientifique, donc vous allez pouvoir maintenant le trouver en librairie. Il y a également pas mal d'interviews qui vont circuler à gauche à droite, à Paris, à Lyon, il y a des grands événements autour de tout ça. Et puis, il y a 2 autres livres qui arrivent prochainement. Le 17 octobre paraîtra Face à l'invisible, paranormal du mythe à la réalité. C'est un ouvrage que j'ai co-dirigé avec Emmanuel Justwitz, qui est un philosophe, et en fait, on a rassemblé plein de grands chercheurs francophones sur ces sujets, Bertrand Meus, Jacques Vallée qui est un grand spécialiste des ovnis, et puis des chercheurs plus contemporains comme Thomas Rabeyron, Olivier Rimbaud, Thibaut Grèce. Donc voilà, c'est un pluralisme, plein de points de vue sur comment on traite le paranormal et quels sont les liens avec la culture, la mythologie. Voilà, tout ça à découvrir aux éditions Kimé fin octobre. Et puis un autre livre, là je n'ai pas encore la date de parution, mais je vous en reparlerai. C'est un livre d'entretien entre le parapsychologue et philosophe François Favre et le maître de conférence en sciences de l'éducation Philippe Garnier. Et c'est un livre massif pour penser, comprendre les phénomènes paranormaux et trouver une vision du monde qui les rend intelligibles. Et ça va s'appeler, du coup, je ne sais plus. J'ai pas le titre non plus. Je t'avoue que dans les notes que tu m'as envoyées, j'ai pas le titre. J'ai bossé au moins 1 an sur ce truc, c'est fou. Ça doit s'appeler La finalité, le psy et la science, un truc comme ça, quoi. Mais bon, j'en reparlerai du coup. Et puis je vais passer la parole à Nathan parce qu'on est toujours en quête de participants pour son étude doctorale. Bien sûr. Effectivement, je suis actuellement à la recherche de participants, n'importe qui, âgés de 18 à 70 ans, qui souhaiteraient pouvoir exploiter le potentiel de son cerveau dans une étude sur l'impact des microchamps électromagnétiques sur la pensée et l'imagination. Alors si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, nathan.ulry @univ-lorraine.fr. Je vous enverrai les questionnaires associés à l'étude et puis on pourra certainement se rencontrer pour participer à cette étude, pour prendre part à l'étude dans notre laboratoire, à savoir si ça peut vous motiver un petit peu, que l'étude est gratifiée, rémunérée d'un bon d'achat de valeur de 30 € à partir du moment où vous vous rendez au laboratoire. Voilà, pensez à Noël, pensez à vos proches. C'est ça. Et si on n'a pas eu le temps de noter parce qu'on risque d'avoir un accident de voiture, on retrouve comment l'info ? On la retrouve sur le site du laboratoire Interpsy, comme beaucoup de nos infos. Donc laboratoire Interpsy, on retrouve l'expérience Cérébro. On fait un petit rappel des infos que tu nous as données, parce que si moi ils ont pas eu le temps de noter, peut-être que toi non plus. Alors, on a déjà le parcours Nancy Hypnose pour découvrir l'histoire de l'hypnose à Nancy, qui est une sorte de jeu de piste dans la ville de Nancy, qui est déjà disponible. Voilà, en permanence, vous faire de nuit, de jour, quand il fait beau, quand il fait moche. Une sorte d'escape game. C'est ça, escape game dans la ville. Escape game dans la ville, ok, mais on n'est pas enfermé. Ce serait bizarre d'être enfermé. Escape game enfermé dehors. On prend vos clés au début. Non, évidemment, on fait pas ça. Ensuite, le congrès sur les expériences exceptionnelles de fin de vie les 4 et 5 décembre à Nancy. Les infos à retrouver sur le site congrès eefv.fr. Peut-être. Il me semble. Congrès EFV, vous retrouverez 4 et 5 décembre à Nancy. C'est gratuit, mais inscrivez-vous quand même pour réserver votre place.
le grand manuel de parapsychologie scientifique qui est pas gratuit. Mais qui est un beau bébé, qui est hyper intéressant, qui est déjà disponible depuis le 25 juin chez Duno. Si vous l'avez déjà et que vous voulez parfaire votre culture en patapsychologie, le 17 octobre, Face à l'invisible paranormal du mythe à la réalité aux éditions Kimé. Mais comment il l'aurait déjà? Il est jamais sorti. Non, j'ai dit 17 octobre. Ah, ok. Non, c'est s'ils ont déjà le grand manuel. Ouais, mais c'est autre chose. Voilà. Mais vous pouvez avoir les deux, en avoir qu'un des deux. Mais on vous conseille d'avoir les deux, c'est quand même mieux. Et on n'a pas encore la date, mais ça devrait plus trop tarder. Un gros livre dont on n'est plus sûr du nom, mais parce que tu vas nous trouver un super nom. Regroupant des échanges entre François Favre et Philippe Garnier. J'ai tout bon ? Ouais, c'est bien. Merci Renaud pour toutes ces infos. Alors, aujourd'hui, dans le très sérieux collège de patapsychologie, on va se pencher sur ton travail, Arthur Braun. Donc Arthur, tu nous l'as dit, tu es docteur en psychologie, tu as soutenu ta thèse assez récemment, il y a 6 mois à peu près, c'est ça. Un truc comme ça. Je me l'ai noté en avril. Est-ce que tu peux déjà nous redonner le titre de ta thèse et sans bafouiller cette fois, nous dire un peu sur quoi ça portait? Oui, alors du coup, c'était l'ailleurs interne, anthropologie clinique des expériences exceptionnelles et de l'entente de voix. C'était une recherche qui a essayé de croiser différents paradigmes de la recherche, notamment la psychologie clinique avec la clinique interculturelle, cette fois dans une dimension plutôt intraculturelle, la phénoménologie des expériences exceptionnelles aussi, et puis d'autres sciences humaines comme l'anthropologie, avec un intérêt aussi pour une dimension historique. Voilà, il y avait aussi quelque chose qui pouvait s'apparenter à sociologie de la santé. Et l'idée, voilà, c'était de voir comment est-ce que ces différents domaines, ils pouvaient nous apporter un regard, chacun différent en fonction justement des spécificités de ces domaines, sur la thématique des expériences exceptionnelles. Donc c'est les expériences réputées paranormales ou psychotiques, et plus particulièrement encore, le phénomène d'entente de voix. C'est comme moi où il y a une voix bizarre dans le retour casque. C'est que toi Renaud, c'est pas la première fois que tu m'en parles, ça commence... ça fait beaucoup cette semaine et on est que mardi. Ok, donc tu as essayé de croiser plusieurs champs de recherche. Alors à la base tu viens de la psycho quand même. Ouais. Ok, et comment tu fais du coup pour croiser des champs dont t'es pas originaire à la base? Comment tu fais? Eh ben, je lis beaucoup, j'écoute des podcasts, je me renseigne, je regarde des articles, je regarde les différentes manières de faire, je lis les grandes références, et puis après je m'en inspire, je m'en nourris, et puis j'ai essayé de construire quelque chose. Alors après, surtout t'as pris 6 ans quoi. Oui, voilà, faut le préciser. J'ai commencé aussi à travailler sur l'entente de voix déjà depuis 9 ans maintenant, puisque déjà dans mes études de psychologie c'était un sujet de recherche. Et en fait c'était ça, j'avais voulu dans ma thèse ouvrir à d'autres expériences exceptionnelles, mais je trouvais dommage de les aborder de manière que parcellaire, et au fur et à mesure je me suis dit mais en fait cette approche elle permet d'ajouter cette dimension là, et c'est ce que j'ai essayé d'articuler dans mon travail quoi. Ok. Alors du coup suite à ce petit acte de Renaud qui nous dit que tu as mis 6 ans à faire ta thèse, ça va. Et tu nous as rappelé qu'en fait ça fait 9 ans que tu bosses sur l'entente de voix depuis que tu es en master, en licence Master. Depuis le master, ouais. Et comment est-ce que quand on est en master, on se dit tiens, je vais aller travailler sur l'entente de voix? C'est une bonne question. Un peu par hasard à la base, parce que en master on doit rendre un mémoire, quelque chose, un travail de recherche en fait sur un domaine spécifique, et je me renseignais un petit peu sur les domaines de recherche des enseignants. Et donc j'ai regardé ce qui était proposé par Renaud Évrard, et qui s'intéressait. Il était déjà là, effectivement. Ouais. C'était ses premières années en tant que maître de conférence à Nancy. Et je vois une partie évolution nosographique des classifications psychiatriques. Ah, ça fait peur. Wow. Et donc tu dis ça, c'est pour moi. Ça m'a appelé. J'ai rien compris, donc j'ai envoyé un mail pour demander qu'est-ce que c'était, et il a cru comprendre que je voulais travailler dessus, et du coup ça a commencé comme ça. C'est un kidnapping en fait que tu nous décris là. C'est séquestré. En fait, à la base, c'est une thématique. Une fois que j'ai regardé sur Google qu'est-ce que ça voulait dire, je me suis dit que ça pouvait m'enrichir dans ma pratique professionnelle, puisque ça me permettrait d'aborder les classifications en psychiatrie, notamment le DSM-5 qui était tout fraîchement publié,
ou la cime. Enfin voilà, je m'étais dit ça peut être intéressant. Et du coup, ça portait l'évolution de la classification sur spécifiquement les hallucinations acoustico-verbales dans le DSM-4. Du coup, il y avait une certaine manière de les considérer qui était différente dans le DSM-5. Et je me suis dit, mais les entendeurs de voix, ils sont les mêmes. Comment est-ce que ça se passe en fonction de si on utilise le DSM-4 ou le DSM-5 pour comprendre cette expérience. Et hallucination acoustico-verbale, tu peux expliquer? C'est le phénomène d'entente de voix, sauf que du coup c'est l'appellation plutôt psychiatrique sous l'appellation d'un symptôme. Donc c'est une perception sans stimuli, sans qui peut. Oui, du coup, il y a des hallucinations qui sont auditives, tout simplement, donc des sons qu'on ne devrait pas. Et exactement. là, en plus, il y a du langage et on a l'impression que ça s'adresse et que ça a un sens. C'est ça, parce que les hallucinations, c'est assez transversal, hein, ça peut être visuel. Les hallucinations auditives, ça peut être des bruits. Et les hallucinations acoustico-verbales, du coup, c'est des voix, c'est plus des choses de cet ordre-là. Ok. Et alors justement, mais c'est une question que je me suis toujours posée, c'est comment est-ce que ça se manifeste une voix chez un entendeur de voix? Est-ce que il y a vraiment cette sensation? Non, là je te vois, je suis en face de moi, je vois que tu parles dans un micro. Non, mais est-ce que on l'entend comme une personne présente dans la pièce ou c'est comme une pensée? C'est une excellente question et en fait je me suis rendu compte à quel point les choses elles pouvaient être différentes d'un individu à un autre. C'est ne serait-ce que si je vous pose la question de comment est-ce que vous réfléchissez, comment est-ce que vous pensez, est-ce que vous seriez capable de m'expliquer? Est-ce que vous entendez votre voix? Est-ce que vous entendez une voix? Est-ce que vous entendez rien du tout mais juste vous savez que vous pensez? Et les entendeurs de voix, il n'y a pas forcément de manière qui s'appliquerait à tous. Il y en a qui vont entendre des voix comme là je m'adresse à vous, ou alors une voix à l'intérieur de leur tête mais qui s'identifie pas forcément comme une pensée, une voix qui peut venir d'un objet, d'une partie du corps. Voilà, il y a vraiment plein de manifestations différentes d'un individu à un autre. T'as des voix qui peuvent venir d'une partie du corps? A priori, oui. Oui. Ok. Tu parlais juste avant de ce qui t'avait fait tilter, c'était ce changement de classification entre le DSM-5 et le DSM-4, toujours dans l'autre ordre, entre le 4 et le 5. Un des points qui ressort de ta thèse, c'est un petit peu la méfiance des entendeurs de voix vis-à-vis justement de ces classifications psychiatriques, etc. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, voir comment ça se manifeste? Ouais, et c'est comme ça que progressivement je me suis intéressé en fait à ce domaine de la clinique des expériences exceptionnelles, parce que les entendeurs de voix, voilà, quand on s'intéresse aux classifications, on pense plutôt à une population de patients qui ont un parcours psychiatrique avec un diagnostic qui a été posé dans le cadre de leur parcours de soins. Voilà, souvent c'est quand même plutôt la schizophrénie qui est associée à ce type d'expérience. Et en voulant rencontrer des personnes, je me suis rendu compte que déjà dans la littérature scientifique, il y avait plein de productions qui tendaient à montrer que cette expérience se réduisait pas aux personnes diagnostiquées schizophrènes. Et donc, dans les personnes qui ont répondu aussi à cet appel, il y avait des personnes qui se présentaient comme des médiums, des personnes qui avaient perdu des proches et qui, du coup, avaient l'impression de pouvoir discuter avec eux. Enfin, voilà, il y avait tout un pan culturel qui m'était inconnu, qui s'est ouvert à moi et qui m'a amené à réfléchir aussi cette question-là sous cet angle, d'où l'approche anthropologique et l'approche intraculturelle. Et comment tu as rencontré tes premiers entendeurs de voix? Enfin, comment tu y es pris? C'était une annonce que j'avais envoyée auprès des étudiants et des professionnels travaillant à l'université de Lorraine. Voilà, une annonce qui avait été diffusée à l'ensemble de ces personnes. Et j'ai eu 2 retours de personnes qui étaient intéressées, justement, parce que souvent, les gens qui font ces expériences ont envie de pouvoir travailler ça de manière un peu scientifique, si je puis dire, avec des professionnels soit de la santé pour revendiquer leur vécu et peut-être élargir le regard qui a tendance des fois à réduire ces expériences à un symptôme. Et donc les 2 personnes que j'ai rencontrées se présentaient comme médiums. En ville. En ville, oui. Parce qu'on se rend pas forcément compte, mais
on trouve, alors peut-être pas forcément pour les études, mais est-ce que c'est courant l'entente de voix, la prévalence de l'entente de voix, c'est quoi? Ouais, bah alors quand on regarde les études sur le sujet, on estime en règle générale que 10% de la population va faire ou a fait l'expérience de voix dans sa vie. Et sur cette population, il y en a 4% qui sont, enfin, pour qui on considère qu'ils ont des expériences de voix régulièrement. Et 1% de la population est diagnostiquée schizophrène. C'est même un petit peu moins, c'est 0,7. Donc ça pose la question de qui sont ces autres personnes. Oui, il te manque quand même un petit bout. Et ça veut dire, dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que tu as des personnes qui ont expérimenté des voix, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça reste pas forcément. Ouais, c'est pas un truc qui est ancré, quoi. C'est ça. Chez certaines personnes, les voix, ça peut être très contextualisé. Ça peut être, au réveil, ça peut être au moment du coucher. D'ailleurs, ça a un nom, hein, on parle d'hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques, et c'est pas forcément des hallucinations dites pathologiques, même si c'est quand même intéressant de voir à partir de quel moment on fait une distinction entre une perception sans stimuli, où on se dit c'est pathologique ou c'est pas pathologique. Et je me suis perdu. mais du coup, voilà, il y a des Jeanne d'Arc en puissance un peu partout, là. Alors oui, et puis je trouve que c'est même intéressant, Jeanne d'Arc, parce que j'ai lu un article où justement il était réfléchi la question de si finalement elle souffrait d'un trouble psychopathologique ou pas. C'est quelque part on a essayé de réfléchir notre modèle actuel pour des expériences passées de personnages historiques, et que le phénomène inverse ne se fait pas forcément, quoi. C'est-à-dire que la cuisson est pas la même en fonction de ça ou... Oh, c'est horrible. T'es monstrueux. Un peu de sérieux. Tu m'as perdu, bravo. T'es fier de toi? Oui, on parlait de Jeanne d'Arc justement, oui. Ça me fait penser à une chose, faut le dire quand même, on se connaît et j'étais à ta soutenance de thèse, et je me souviens d'un jeu que tu as fait qui était très bien pendant ta soutenance, où à chaque slide on avait une personnalité. Et il fallait trouver de l'intrus. Il y en avait une seule, en fait, sur toutes tes slides, il n'y avait qu'une seule personnalité qui n'entendait pas de voix. On a le droit de faire des jeux aux soutenances de thèse. C'est ça. C'est resté surtout, très sérieux. Alors, je l'ai eu, ma soutenance. Tu as eu ta soutenance, elle était très bien. mais voilà, moi, ça m'amène à ce truc mais en fait, c'est hyper répandu. Et sur des personnalités, il y avait Jeanne d'Arc, évidemment, dans tes slides. Oui. Moi, une qui m'avait marqué parmi tant d'autres, c'était Zizou. C'est la personnalité la plus connue, Jeanne d'Arc, pour le coup. Mais c'est vrai que il y a le mouvement des entendeurs de voix, qui est un mouvement international qui a justement cherché à mettre au goût du jour en fait d'autres personnalités, d'autres personnes qui ont fait l'expérience de voix au cours de leur vie. Donc pour ça, ils ont exploré un petit peu toute la littérature, ils ont exploré plein de domaines très différents. Et pour Zinedine Zidane, je me rappelle qu'à l'époque, je crois que c'était peut-être pour la Coupe du Monde du 2006, il avait dit que ce qu'il avait amené à re-signer, entre guillemets, pour cette prochaine coupe, c'était la voix de son père. Je crois qu'il lui avait dit... qu'il l'a réveillé en pleine nuit, qu'il a dit tu retournes là. Tu retournes. Il y a une deuxième étoile à mettre. C'est ça. Et ensuite, il a mis la chaussette gauche en premier et la chaussette droite. Et surtout la tête, le front bien, le ventre aussi. Est-ce que les thèses peuvent... j'ai cramé ma vanne. Est-ce que les voix peuvent écrire des thèses? C'est ma question. En tout cas, j'ai essayé de faire entendre ma voix et de faire entendre la voix des entendeurs dans mon travail. Je sais pas si c'est eux qui ont écrit. Ouais. On parlait de méfiance un peu, et aussi de côté un petit peu autonome du mouvement des entendeurs de voix, en tout cas autonome vis-à-vis de la psychiatrie. Comment est-ce que toi, alors peut-être moins en master, mais à partir du moment où tu as été diplômé, tu t'es immiscé dans ces groupes-là? Comment tu as été accueilli? Est-ce que ça a été compliqué? Tu peux montrer patte blanche en arrivant? Mon expérience, elle a été plutôt facilitée, facilitante et positive, puisque du coup, juste avant d'être diplômé, et déjà en master 1, en fait, j'avais intégré un groupe d'entendeurs de voix à Lunéville, que j'ai côtoyé pendant 2 ans. T'as la tête de l'emploi, on peut comprendre que non. C'est du délit de faciès, monsieur. Pardon. Il y avait un groupe d'entendeurs de voix qui était à Lunéville, qui était le 4e à avoir été constitué en France. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a, je crois, aux dernières nouvelles, au moins 55. Ah oui. Il y a une grande diffusion de ces dispositifs. Et du coup, sur 2 ans, j'ai pu participer ponctuellement, régulièrement,
à ces dispositifs de groupe grâce en fait aux intervenants. Mais comment ça marche? C'est quoi comment ça marche entendeur de voix? Bah c'est animé par un facilitateur qui est en règle générale un entendeur de voix. Et du coup, lui, son rôle, c'est un petit peu de dynamiser les échanges. Il n'est pas considéré comme thérapeute, comme soignant. A priori même, ça devrait être un entendeur de voix extérieur au système de santé. Mais dans certains cas, les facilitateurs, ça peut être aussi des psychologues, des infirmiers qui ont quand même suivi une formation. Et donc, le reste des participants, c'est des personnes qui font l'expérience de voix et qui peuvent partager leur expérience pour déjà extérioriser, se sentir un petit peu moins seul, briser avec le sentiment d'isolement, et puis aussi approfondir leur rapport aux voix et trouver peut-être des techniques de vivre avec sans forcément souffrir. Parce que, autre petite précision, c'est vrai qu'on parle d'entente de voix, mais c'est très large. Il y a des voix positives, il y a des voix négatives, il y a des voix neutres, et toutes les personnes n'ont pas forcément le même vécu de ces voix. Il y en a, ils vont avoir des voix que positives. Donc forcément, les soignants, ils vont pas les rencontrer, ces personnes-là. Et il y a des voix qui bafouillent ou... La mienne. C'est pas grave, t'en fais pas. Mais alors, tu disais que ça avait vachement pris de l'ampleur. On est passé de 4 il y a quelques années, parce que c'est pas vieux, ce que tu nous disais, à 55 maintenant. J'ai l'impression qu'on a... je sais pas quoi ça peut dire, puis ça se trouve, je me plante complet, mais un gros vivier, un gros terrain en Lorraine. Pareil, c'est un souvenir que j'ai de ta soutenance. Il y a beaucoup de groupes en Lorraine. Effectivement, je crois qu'il y en a 7. Il y en a 2 à Metz, un à Lunéville, un à Mirecourt, un à Sarreguemines et un à Sarrebourg. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Il y en a 7. Oui, je saurais pas forcément comment... Après, ils ont une vie, ça va dépendre de bénévoles, de gens actifs. Ça. Puis ils sont autonomes, ces groupes, ils dépendent pas les uns les autres. Mais Ils sont dans des cadres hyper différents. Complètement. Il y a des groupes qui sont initiés par des facilitateurs. Il y en a qui sont insérés un petit peu à la jonction d'unités d'hospitalisation. Je pense notamment celui de Lunéville. Mais ils sont tous très différents. Et en fait, même dans le travail qu'on a réalisé par la suite, dans le projet régional Gévois qui visait à évaluer l'efficacité de ces dispositifs par rapport à d'autres dispositifs plus conventionnels en psychiatrie, ça a été difficile parce que justement, il y a une grande hétérogénéité entre ces groupes, entre leurs modalités, et que du coup, de fait, essayer de généraliser des résultats, c'est tout de suite des questions qui se posent, quoi. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt de mettre des entendeurs de voix ensemble? Est-ce qu'ils vont pas se contaminer? C'est des croyances qui peuvent avoir un peu la peau dure en psychiatrie. Il dit qu'il faut pas en parler, que ça nourrit le délire, alors que dans les faits, les gens ils se sentent justement soutenus et ils sortent de ce sentiment d'isolement. Et en fait, ça s'adresse à des publics différents. C'est-à-dire que les personnes qui vont dans les groupes d'entendeurs de voix, c'est des personnes qui vont pas forcément s'adresser aux dispositifs de soins conventionnels, et même qui ont des fois un passif avec la psychiatrie difficile, puisqu'ils ont vécu tout un parcours de soins éprouvant, avec parfois des formes de maltraitance institutionnelle, sociale, puisque l'entente de voix et le diagnostic de schizophrénie reste une pathologie peut-être la plus stigmatisée. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour chaque pathologie, on dit c'est la pathologie la plus stigmatisée. Mais pour la schizophrénie, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc c'est vraiment une autre manière de considérer les choses. Ils ouvrent aussi en fait à d'autres formes d'interprétation. C'est-à-dire que en psychiatrie, on va plutôt avoir tendance à travailler sur la remédiation cognitive, sur de la psychoéducation autour du trouble. Qu'est-ce que c'est les voix, alors que dans les groupes d'entendeurs de voix, ils vont privilégier en fait d'autres formes d'appropriation. Peut-être que c'est en lien avec les croyances de la personne en Dieu, peut-être que alors ils ont quand même aussi ouvert une voie très très intéressante et très importante, c'est la dimension des événements de vie traumatiques. C'est-à-dire que la plupart des entendeurs de voix, ils ont vécu dans leur enfance quand même des traumas et une prévalence plus importante aussi d'agression sexuelle, de violence, de maltraitance. Donc ils ont quand même amené et fait valoir que ça se réduisait pas à un trouble psychiatrique génétique, ce qui peut des fois être un peu le discours réducteur. Ouais, donc et ça c'est un peu une découverte qui a été faite grâce à ces groupes d'entendeurs. C'est ça, qui est initié par Marius Romeu et Sandra Escher et Patsy Hage, qui était une patiente de Marius Romeu. Ça démarre où alors tout ça? À Maastricht en 1980. Des choses là-bas. En 1980, c'est ici qu'est né le mouvement
Ring Voices, et du coup qui s'est peu à peu propagé partout dans le monde, parce qu'en fait ça a fait écho à des vécus qu'on retrouve partout dans le monde, tout simplement, avec les mêmes difficultés pour les prises en charge. C'est ça aussi que je voulais te demander, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est local, alors local au sens occidental, ou vraiment on en retrouve absolument partout, et comment c'est géré ailleurs? Bah, c'est quand même plutôt dans les pays occidentaux. Je sais qu'il y en a au Québec, il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis, il y en a au Royaume-Uni. Il n'y a que nous qui avons des problèmes avec les voix, en fait. Bah, en fait, c'est notre perception qui a l'influence d'une certaine manière. Il y a une étude que je trouve hyper intéressante, formidable même, qui traite justement des voix, de la phénoménologie des voix, mais du point de vue de la clinique interculturelle. C'est Luhrmann qui s'est intéressé en fait en fonction des pays, en fonction des cultures, à comment ces expériences elles étaient vécues. Et donc il est allé en Inde, au Ghana et aux États-Unis, et il s'est rendu compte déjà que socialement, culturellement, en Inde et au Ghana, ces expériences, elles étaient plus valorisées. Elles avaient une fonction sociale, culturelle dans les croyances. Voilà, ça avait une portée autre que celle d'un trouble psychiatrique. Et ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est qu'il a quand même montré que la perception culturelle agissait sur l'expérience en elle-même. C'est-à-dire que en Inde et au Ghana, les phénomènes de voix sont différents de ceux qu'on rencontre en Occident. C'est-à-dire c'est des contenus qui vont être moins violents, ce qui tend à montrer en fait l'influence de notre propre référentiel culturel sur la phénoménologie des voix. C'est-à-dire que si on considère que les voix c'est une expérience que tout être humain peut être amené à vivre, peu importe sa culture, et ben la culture agit sur la voix en elle-même. Et alors, toi, t'es peut-être pas allé en Inde, au Ghana, etc. Non. Pas encore, mais on n'avait pas de moyens. Apparemment, on verra justement ce qu'on a construit. On fait une collecte. On a un crowdfunding. Non, mais ma question, c'était, en restant du coup dans des groupes locaux, est-ce que tu as pu observer des personnes avec d'autres cultures, ou des cultures où les voix sont mieux accueillies de manière générale, intégrer des groupes où les voix peuvent être mal accueillies, et changer un peu la vision du groupe? Alors, je crois pas, j'ai pas de mémoire, mais j'ai pu voir le phénomène inverse. Non, y a pas de souci. Ça me fait penser plus au phénomène inverse, où du coup, j'ai accompagné un adolescent qui entendait des voix depuis qu'il était petit, et il vivait parfaitement avec ses voix. Voilà, elles étaient au nombre de 3. C'était des figures d'identification positive, il dialoguait avec elles, et en fait à partir du moment où il en a parlé à son lycée, tout de suite il y a eu une espèce d'effervescence autour de cette expérience. Il a été exclu de l'internat et puis des cours tant qu'il n'avait pas une attestation en fait qui permettait de justifier qu'il n'était pas dangereux. Donc c'est dire quand même la représentation qui est associée à cette expérience. Et ce qui est terrible, c'est on va pas jeter la pierre à l'école, c'est qu'ils ont voulu bien faire, ils se sont dit mince, c'est que leur représentation en fait, de cette expérience a été tellement négative qu'ils se sont dit oh mon dieu, il faut faire quelque chose. Et ça a eu une influence sur lui. Et ça a eu une influence sur lui. Ses voix, elles se sont transformées, et il y en a une qui est devenue plus agressive, qui justement, qui avait le contenu des propos qui lui avaient été rapportés. Et lui-même, du coup, il se mettait à douter. Il se disait mais mince, peut-être que c'est vrai ce que les gens pensent de moi, peut-être que je suis dangereux, alors qu'il vivait avec. Oui, parce que ses voix se sont mises à lui dire, donc il l'a intégré. Mais en fait, et tout ça naît juste d'un manque d'information, de connaissance du phénomène. Bah, je pense en tout cas ça peut avoir une influence, effectivement. Il y a une évolution culturelle, mais il n'y a pas besoin de voyager. En fait, tu as parlé de Jeanne d'Arc. Oui. Jeanne d'Arc était, bien sûr, il y avait des gens assez sceptiques, mais elle a quand même eu une place, elle a eu un rôle à jouer. Et quand on remonte dans notre histoire de l'Occident et de l'Antiquité, les voix ont eu des fonctions et des rôles très différents. Bah, ça fait 200 ans, a priori, qu'on a considéré que les voix, c'était une hallucination, et puis progressivement, cette perception, elle s'est dégradée pour avoir aujourd'hui une connotation hyper négative. Mais oui, plein de personnes font l'expérience de voix. Et c'était un contact avec le divin. Oui, c'est ça. Socrate avait un daimon, complètement, par exemple. Donc, la Pythie aussi, à Delphes. Oui, voilà. Donc, bien sûr, c'est le contact avec l'inconnu, le surnaturel, et c'est mieux aujourd'hui. On comprend beaucoup mieux ce qu'il y a derrière, même au niveau de ce qui se passe dans le cerveau. Mais la culture, elle est hostile. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est dommage, parce que quelque part, je trouve que ça a tendance. Si on ressent sur l'individu, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à l'accompagner de la meilleure des manières, et travailler sur les voix. Et ça permet aussi de retrouver une forme de contrôle dessus.
Ouais, on pourrait booter les Anglais. C'est ça. T'as 5 siècles de retard. Et puis ça permet d'éviter aussi que souvent les personnes qui entendent des voix, du coup, ils vont être amenés à pas en parler parce qu'ils ont peur du regard qui va être posé sur eux. Soit qu'on considère qu'ils sont schizophrènes, soit qu'on leur dise que, je sais pas, en tout cas, qu'ils vivent de la stigmatisation. Si on regarde sur Internet, en fait, c'est pas beaucoup plus rassurant. Hein. On voit, alors, faut aller voir, faut faire une IRM pour voir si on n'a pas une tumeur. Super. Waouh, ça commence bien. Doctissimo, merci. C'est ça. Pas cher, facile. Et si on n'a pas de tumeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être on développe un trouble psychiatrique grave. Ce qui n'est pas forcément beaucoup plus rassurant, du coup. C'est ça. Et du coup, Arthur, si on entend une voix aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se contacte? Je travaille auprès d'adolescents, donc seulement si vous êtes entre 12 et 18 ans et que vous travaillez dans les Vosges, que vous vivez dans les Vosges, pardon. Pas nécessairement, ça dépend en fait du vécu que vous avez à cette expérience-là. C'est est-ce que vous avez besoin d'en parler? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous autorisez aussi à en parler? Enfin, il y a des groupes d'entendeurs de voix peut-être à proximité de chez vous. Première chose à faire, c'est paniquer. Voilà. non, justement, c'est pas forcément paniquer. C'est en tout cas peut-être se décaler de la préhension, de la crainte que nécessairement ça implique un trouble psychiatrique grave. Voilà. Pas forcément méchant, c'est pas forcément grave. Par exemple, c'est une expérience qui est assez courante dans le cadre de deuil. Il y a des personnes qui vont perdre des proches et qui vont avoir l'impression d'entendre la voix du proche en question. Et ça va être un phénomène qui est localisé dans le temps, c'est-à-dire que elle va vivre à ce moment-là et elle va pas le revivre plus tard, ça va s'estomper. Et on se rend compte que peut-être ça a des liens avec le processus de deuil, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve même intéressant, c'est par rapport, je crois que c'était peut-être, je sais plus, mais j'avais l'impression qu'on avait parlé des membres fantômes il y a pas si longtemps dans l'émission. C'est le membre fantôme de la relation, quoi. Ok, la personne elle est plus là, mais en même temps on l'a investi, on l'a associé à plein de souvenirs, à plein d'émotions, à plein d'odeurs, à plein de moments, et que à certaines occasions il y a des sortes de voix de la personne qui s'imposent à l'individu. Ça me paraît pas. Mais du coup, tu nous as parlé de médium, là tu nous parles de membres fantômes. En fait, les voix c'est des esprits défunts. Non, c'est pas forcément. Disons que ce que j'essaie de dire, c'est que il y a l'aspect interprétatif des individus c'est l'interprétation qui diffère. Je suis pas là pour dire c'est un don, c'est pas un don, c'est un trouble psychiatrique, etc. En tant que psychologue, nécessairement, j'essaie d'accompagner les gens qui sont en souffrance. Ce que j'essaie de faire, c'est plutôt à partir du moment où cette expérience, elle a un impact sur la vie de la personne, c'est comment faire pour travailler avec cette personne pour que cet impact il s'amoindre. C'est-à-dire qu'on réfléchit non pas le symptôme à supprimer, mais plutôt l'impact fonctionnel qu'il a sur l'individu. Ça veut dire quoi ? Ouais. Alors j'ai peut-être une définition, mais tu me connais. Alors, l'idée c'est de vivre avec ses voix, globalement. C'est ça, c'est d'apprendre à vivre avec ses voix sans trop en souffrir. Ouais. Si on en souffre à la base. Parce que c'est encore pas. On revient à l'adolescent dont tu parlais tout à l'heure, tout allait bien jusqu'à ce qu'on foute le bordel pour lui. Le livre de Romeu et Cher s'appelle Accepter d'entendre des voix. C'est ça. Sachant que c'est pas continu non plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir une relation apaisée à ses voix, et puis ensuite plus du tout, et puis ensuite à nouveau apaisée. En fait, les voix, j'ai l'impression que, comme la plupart en fait des difficultés qu'on rencontre dans la vie, elles sont très en lien avec des facteurs de stress environnementaux, avec comment est-ce que la personne elle est épanouie sur différents aspects. Plus une personne elle va aller mal, plus ses voix elles vont être négatives, elles vont être violentes envers la personne. Et si on arrive un petit peu à réguler tout ça et à recréer un maillage autour de l'individu, familial, social, en règle générale, je pense que ça a tendance à aider l'appropriation, quoi, tout simplement. Ouais. Mais ça me fait associer ce que tu dis là, parce que c'est... on sent la formation de psychologue clinicien dans ce que tu dis, mais comment Made in Nancy, la formation locale de psychologue clinicien. Comment est-ce que tu as fait pour jongler entre ce travail de thèse et tu disais t'es psychologue auprès d'enfants et d'ados, est-ce que tu as fait des liens entre les deux ou tu as séparé et comment tu faisais pour j'ai fait c'était une thèse sur travaux, j'ai fait plein d'études différentes. J'ai fait une étude 3 études plus conséquentes, en tout cas où il y avait une dimension quantitative et qualitative auprès d'une population dite non clinique, donc de personnes qui fréquentent pas forcément les systèmes de soins, à partir d'un questionnaire qui essayait d'évaluer la prévalence des expériences exceptionnelles dans la population générale.
Donc c'était la première version française qu'on a pu valider la traduction et puis voir aussi de quelle manière le modèle phénoménologique qu'on utilisait était cohérent par rapport aux résultats qui avaient été trouvés dans les autres études anglo-saxonnes ou allemandes. En gros, comment les gens entendent des voix chez nous, quoi. Voilà, c'est ça. Et quel pourcentage ça représente pareil, quel pourcentage représente les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente ou des expériences de hantise, ce genre de choses. Et à partir en fait de ces résultats, en regardant ceux qui faisaient l'expérience de voix, j'ai sélectionné 6 participants avec qui j'ai mené en règle générale 3 à 5 entretiens où on a exploré leur vécu des voix, leur interprétation à partir d'un entretien semi-directif, celui de Maastricht, qui a justement été construit par le mouvement des entendeurs de voix il y a 40 ans maintenant, 30-40 ans. Un entretien qui s'intéresse aux voix, c'est ça, qui pose plein de questions. Est-ce qu'elles sont associées à des voix, à des émotions, à une période, à un événement? Est-ce que c'est une voix positive? Est-ce qu'elle a un âge? Est-ce que c'est plutôt une entité, à savoir quelque chose d'identifié comme étant je sais pas, un esprit. Est-ce qu'elle accepterait de passer à la radio pour nous faire un petit coucou? Pourquoi pas? Je sais pas comment ça passe dans le micro, faudra demander. Pas s'enseigner. Ça va être la possession. C'est ça. Et donc, ok. Et dans l'autre sens, est-ce que au quotidien, dans ta clinique, ton travail de thèse, particulièrement sur l'entente de voix, t'aide? Alors c'est pas forcément les demandes de prise en charge les plus courantes, mais oui, ça m'aide parce qu'il y a l'adolescence, c'est quand même en règle générale le moment où ces expériences elles émergent et où en tout cas il y a des demandes de prise en charge qui ont ce questionnement sous-jacent, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On explore les limites de la réalité, on s'explore soi-même aussi, on peut faire des expériences d'état non ordinaire de conscience, plus ou moins induits par des substances, par exemple. À l'adolescence? Pas que l'adolescence, par les substances. Enfant. Oui. Non, alors, dans l'autre sens. En tout cas, oui, c'est vrai que ça peut aider parce que quelque part, ça donne vraiment des outils et une approche qui est utile plutôt que juste s'inquiéter et contribuer à une effervescence négative. Ouais. Et si on parle un petit peu de ta thèse en elle-même, de comment tu as construit ta thèse, justement, comment t'as fait pendant 6 ans pour jongler comme ça entre le boulot, la recherche? T'étais grassement payé pour l'université? Non, parce que c'était une thèse non financée. Du coup, j'ai dû travailler comme psychologue clinicien en parallèle. Du coup, dans les Vosges, à Épinal, au centre médico-psychologique pour adolescents. Ça, on peut te retrouver très facilement. C'est ça. Et du coup, je travaillais beaucoup dans le train, je travaillais sur mon temps FIR, formation, information, recherche, un temps très important et précieux pour les psychologues, clairement, parce qu'il permet de continuer à se former, de faire des recherches, des travaux, d'actualiser les connaissances, enfin voilà, plein de choses. Et donc j'ai la chance que dans l'endroit où je travaille, ce soit un temps qui soit reconnu et valorisé. Et c'est comme ça que j'ai fait mon travail de thèse. Mais d'où le fait qu'il ait duré, que ça a duré 6 ans, quoi. On a eu des jeunes médecins psychiatres qui sont venus bosser avec nous, d'autres étudiants en psycho, des anthropologues. Complètement. Il y a eu la première étude dont je parlais, mais ensuite il y a eu l'étude 2 et 3 qui s'inscrivaient dans un projet régional où il y avait plein de personnes. Il y avait, aujourd'hui 2 psychiatres, il y avait Renaud, il y avait aussi 3 psychologues qui ont participé. Enfin voilà, il y avait tout un ensemble de professionnels qui avaient un peu cette thématique aussi. On était en contact avec des chercheurs anglais notamment, également des Québécois. On a eu plein d'échanges. On a eu des congrès mondiaux sur l'entente de voix qui ont eu lieu à Paris, auxquels on a pu assister. En 2016 et 2023, effectivement. Mais ça donne quoi un congrès mondial sur l'entente de voix? Quand tu entends pas des voix, tu te sens un peu bizarre, non? C'est vrai que je pense ma première expérience, j'avais du mal un peu à me positionner, mais j'étais étudiant, donc ça allait. Parce que je sentais aussi qu'il y avait un vécu qui était pas forcément, alors c'est peut-être moi qui le projetais aussi, mais vu que c'était des personnes qui étaient insatisfaites des soins dont elles avaient bénéficié et que quelque part moi je m'orientais vers la direction des personnes qui donnaient ces soins qui ont pas forcément Bonjour, fait du bien. Je m'appelle Arthur, je travaille en psychiatrie. C'est ça. Il y avait cette idée en fait que
j'appréhendais justement de la manière dont je pouvais être reçu. Alors après pas du tout, parce qu'en fait ils étaient plutôt contents de rencontrer des soignants, des professionnels de la santé qui s'ouvrent et qui s'intéressent à leur perception sans a priori, sans réduire ce mouvement à de l'antipsychiatrie. Voilà, et l'idée étant quand même, encore une fois, d'accompagner les personnes au mieux et d'entendre ce qu'il y a à entendre. Donc voilà. T'es même intervenu du coup. Ouais, Qu'est-ce que t'as pu en 2023. présenter, J'ai présenté justement comment certaines représentations dans la culture populaire peuvent influencer nos représentations sur l'entente de voix. Donc voilà, c'est dans les médias, on va retrouver des titres chocs où on va dire le tueur schizophrène, cannibale qui entendait des voix de plaques d'immatriculation. Le phénomène. C'est un vrai truc ça. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai peut-être mélangé 2 titres différents, mais ce que ça montre déjà, c'est que la personne, elle n'existe pas. On dit le schizophrène, c'est pas un individu. Et puis vous imaginez si on faisait ça pour autre chose. Enfin, je sais pas, le bras cassé a décidé de tuer sa famille. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça passe, oui. Et puis ça alimente en fait des représentations, la stigmatisation. Et puis il y avait aussi justement un chercheur qui s'est intéressé à comment est-ce que dans le cinéma ces expériences elles sont représentées. Et ben voilà, il y a de la dangerosité à 84%. Je crois il y avait peut-être des homicides dans 30% des cas, peut-être 5% du paranormal. Mais en tout cas ça correspond pas du tout, parce qu'il faut le dire quand même, à la réalité clinique. C'est que c'est plus les entendeurs de voix des personnes qui ont tendance à subir des violences qu'à en exercer, qui ont plus tendance à se faire du mal qu'à faire du mal aux autres, et souvent c'est la perception inverse qui prime, quoi. La vérité, c'est que c'est les non psychotiques les plus dangereux, hein. C'est eux en majorité statistiquement qui tuent plus de gens. Les non, oui, clairement. Ouais. C'est oui. Oui, donc c'est vraiment une fausse représentation que. C'est ça. Bah, puis c'est paradoxal, parce qu'en plus de ça, dans la culture populaire, vraiment, à partir du moment où je me suis intéressé à ce sujet, je me suis dit, mais on en parle tout le temps d'entendre des voix. Ouais. Je regardais Harry Potter. Dans la chambre des secrets, Harry, il entend le basilic, et Hermione, elle lui dit, entendre des voix, ce n'est pas une bonne chose, Harry, même dans le monde des sorciers. Comme quoi, c'est de dire à quel point ça la dent dure. Ça la dent dure dans nos représentations. Ah ouais, non, carrément. Alors, mais Star Wars, très bien Hermione déjà. Mais Star Wars, la force dans Star Wars, quand il y a Obi-Wan Kenobi qui parle à Luke, pareil, c'est une voix. Et là, ça va. Là, c'est ok. C'est ok. Dans Star Wars, dans Seigneur des Anneaux, pareil. Et en fait, quand on y réfléchit, vraiment, la liste, elle est longue. Dans Dune, c'est pareil. Oui, t'en as plein, en fait. Et c'est hyper ancré, parce que c'est même pas choquant. C'est-à-dire, l'entente de voix est ancrée. Par contre, elle a mauvaise réputation. Dans la réalité, elle inquiète. Mais en fait, qu'est-ce qui explique que des gens entendent des voix? Enfin, il se passe quoi dans leur tête? Alors tout à l'heure, on parlait justement de l'impact des événements de vie qu'ils avaient pu rencontrer dans l'enfance et dans l'adolescence. Souvent, enfin, en tout cas, c'est ce que mes recherches elles tendent un peu à montrer, c'est que ça a un impact par rapport aux enjeux d'attachement, aux enjeux de reliance que les individus elles ont construits. Et que quelque part les voix elles viennent comment dire, souvent ça touche des personnes qui ont une reliance fragilisée, c'est-à-dire que c'est des expériences c'est des personnes qui ont une expérience de l'autonomisation insécure. Je sais pas si c'est un peu trop technique. C'est un peu technique. Okay. Là. En fait, c'est que les relations ont pas trop fonctionné. Elles sont pas dans des trucs. Ouais, vulgairement, en tout cas, voilà, on pourrait dire que c'est des traumatismes relationnels. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Enfin, tu disais, par exemple, on perd un proche, il y a un gouffre, il y a une rupture dans la relation. C'est ça. Et finalement, elle est restaurée de l'intérieur. C'est ça, de manière plus ou moins positive. Mais techniquement, une voix dans la tête, on l'entend vraiment? Il se passe quoi dans le cerveau? En tout cas, au niveau de la neuroimagerie, ce qui est montré sur les résultats, c'est que oui, la personne, elle entend bien une voix. Ouais. Toutes les hallucinations sont très réalistes, en fait. Exactement. Réaliste parce que oui, elles sont dans le... La personne entend, vraiment, elle entend quelque chose. Alors, c'est pas entendu par les autres, mais son cerveau nous dit, ah, il y a vraiment quelque chose qui se passe en elle, quoi. Ouais. T'as les mêmes zones qui sont activées dans le cérébral. C'est ça. Mais même il y a d'autres analyses qui ont été faites au niveau des mouvements du larynx qui montrent que les personnes qui entendent des voix, elles ont des micro-mouvements comme si elles murmuraient un petit peu les voix qu'elles entendaient. Ouais, comme si elles prononçaient elles-mêmes vraiment hyper légèrement. C'est imperceptible. Hein. Il a fallu des instruments de mesure
médicaux pour signifier ça, mais voilà, ça montre cet aspect-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quelque part, ça rejoint aussi toute une clinique qui est la clinique des troubles dissociatifs. C'est voilà, justement à la croisée aujourd'hui, je trouve c'est un domaine en plein essor, je trouve, qui peut être intéressant du point de vue de la phénoménologie des voix. Ouais. Pour travailler les traumatismes relationnels notamment. La dissociation, si j'essaie d'expliquer, c'est en gros, on a un fonctionnement de l'esprit avec la conscience qui contrôle tout, sauf qu'en fait, elle contrôle pas tout. Il y a plein de choses qui sont automatisées, genre marcher, rouler, etc. Et c'est intelligent. Ça veut dire rouler, il faut s'arrêter, changer de vitesse, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie de nous qui est détachée et qui parle, écoute, prend des décisions, fait des gestes. Mais hors zone, quoi. C'est ça, c'est des parties de l'individu. Alors on n'est pas forcément dans l'image populaire qu'on peut avoir des troubles dissociatifs avec les TDI, les troubles dissociatifs de l'identité, mais en tout cas je me rappelle plus de la prévalence des personnes qui ont des troubles dissociatifs, mais il y en a une grande partie qui entendent des voix, qui sont considérées du coup comme des parties dissociées de la personne, qui viennent exprimer quelque chose. Parfois elles sont plusieurs, parfois elles viennent exprimer des choses qui vont pas forcément dans le même sens, mais qui ont une fonction pour l'individu. Et hop, ça permet de raccrocher à l'idée que ces voix, elles ont un sens pour l'individu, qu'on peut travailler avec, et qu'elles se réduisent pas à quelque chose qu'il faut absolument détruire parce qu'elles s'inscrivent dans leur parcours de vie. Mais si on est fragmenté comme ça et qu'on a des personnalités en plus, c'est pas ça la schizophrénie? Je tends des perches. Oui. Disons que je me demande si aujourd'hui la schizophrénie, elle a été, c'est un trouble qui a été beaucoup critiqué, qui a été beaucoup re-questionné, et certaines personnes qui travaillent dans la clinique des troubles dissociatifs se demandent si la schizophrénie serait pas s'inscrirait sur un continuum du traumatisme. C'est-à-dire que des personnes qui ont vécu des traumas très nombreux, précoces, etc., vont avoir plus tendance à exprimer. Ça les fragilise, et après, ça les fragilise. Ils se défendent comme ça en étant un peu plus rigides sur ce. Et même les personnes qui s'intéressent pas à l'entente de voix, mais qui s'intéressent plus à la psychose, reconnaissent la dimension beaucoup plus significative de trauma dans le parcours de vie de ces personnes. Ok. Je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu nous as dit que tu avais fait une thèse sur travaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, ce que ça veut dire Disons que j'ai... Voilà, c'est ça. Tu conduisais des engins. C'est que c'est plein de recherches justement avec une approche spécifique. Voilà, il y avait une approche plutôt anthropologique, une approche plutôt d'évaluation quantitative des dispositifs de groupe. Il y a eu une approche plus clinique, une approche des représentations sociales. Ouais, c'est ça, des représentations culturelles, à chaque sociales. fois tu les publies, tu communiques dessus. C'est ça veut dire t'as sorti des articles au fur et à mesure. Ouais. Et ta thèse, c'est une compilation de... C'est ça, avec un chapitre à la fin qui essaie de rassembler le tout et puis de voir qu'est-ce que ces différentes parties, elles peuvent nous apporter comme information. Ok, et ça, c'est des travaux qu'on peut retrouver en ligne Oui, récemment, ma thèse a été ajoutée, rendue publique, sur, je sais plus c'est quelle plateforme. Je crois que c'est un truc comme thèse.fr. C'est ça. Facilement, quoi. De toute façon, si on tape ton nom et le nom de ta thèse, on devrait retrouver. A priori, même si j'ai un homonyme qui s'appelle comme moi, Arthur Braun, et qui est à ce jour maître de conférence en droit. Le pauvre. À Nancy. Ah oui, en plus. Il y a plein de gens qui vont lui dire j'entends des voix et tout. Mais oui, mais le droit constitutionnel, moi, c'est plutôt ma cam, mais c'était plus dans l'autre sens, parce que je pense que du coup, de fait, il côtoyait plus d'étudiants et faisait plus de cours, donc j'avais souvent des mails qui me demandaient en droit public, du coup. J'en sais rien, par contre, si vous entendez des voix, je suis là pour vous. C'est ça. Ok, donc ta thèse a été rendue publique. Et c'est quoi la suite c'est quoi la suite? Est-ce que t'en fais quelque chose? C'est quoi la suite? C'est une bonne question. Je sais qu'il y a plusieurs parties de ma thèse que j'aimerais peut-être encore publier. Et puis il y a aussi peut-être l'idée d'un ouvrage qu'on pourrait travailler avec Renaud, qui m'a accompagné du coup sur ces différentes années, sur la clinique des entendeurs de voix. Voilà. Et t'as proposé également des formations. T'es disponible pour ce genre de choses. J'avais oublié. Oui, je suis disponible aussi pour des formations. On a fait une en juin justement à Metz sur la clinique des troubles dissociatifs. Je suis intervenu aussi à une journée un petit peu transversale avec la fac de Metz, la fac de lettres de Metz.
sur la journée de Pâques, parler avec les morts. Parler avec les morts, voilà, c'était justement apporter un éclairage clinique sur les personnes qui font cette expérience de voix, mais qui se l'approprient sur un versant médiumnique. Ok, donc tu certes, ta thèse est publiée, tu nous as dit que tu t'en souvenais pas, mais bon, tu lâches pas pour autant. Oui, non. Ok, super. Donc ta thèse qui est rendue publique, potentiellement un ouvrage pour synthétiser un petit peu tout ça. On a toujours une question un peu symbolique pour clôturer cette émission, c'est qui est-ce que tu aimerais voir prendre ta place dans la prochaine émission ? Est-ce que tu as des gens à nous conseiller ? C'est une bonne question. Y a beaucoup de personnes qui travaillent à Nancy, je pense des doctorants actuels qui... Ceux-là, on les connaît. Ouais, qui pourraient présenter leurs travaux, qui seraient très riches. Quelqu'un qui t'a marqué, que tu trouverais vraiment intéressant à faire connaître à d'autres à Marine Mutis, qui s'intéresse... Allez, on va faire tous les doctorants de Renaud un par un. C'est ça, tous ceux qui ont soutenu ou pas. Sinon, Étienne Artru ou toi, Nathan, ça pourrait être aussi intéressant. Je peux pas être à toutes les places en même temps. C'est ça, ils se protègent. C'est ça. Voilà, ça va être en dernière chose, je voudrais t'offrir un petit cadeau parce que c'est très bientôt ton anniversaire et donc j'en profite et je te remercie pour toutes ces années de travail que tu as su tenir malgré tout. Bravo à toi. Cool. C'est vrai que c'est une anecdote qu'on peut placer, c'est que t'as quand même, alors pas tout à fait en même temps, mais quasiment 3 doctorants en même temps qui ont la même date d'anniversaire. Ouais, c'est ça. C'est exceptionnel. C'est très très improbable, mais c'est parce que je les sélectionne sur les critères astrologiques. C'est ça. Balance. Ok. L'ascendant n'a pas d'importance, rassurez-vous. Non, faut pas déconner. Merci à vous deux pour ce chouette moment. On remercie également Radio Fadjet qui nous prête ses locaux et qui nous permet